Le 30 juillet 2023, Dustin Poirier se fait éteindre par un high kick signé Justin Gaethje. Après avoir perdu contre Khabib Nurmagomedov par étranglement arrière et contre Charles Oliveira également par étranglement arrière, cette défaite nous a tous fait penser à la même chose, il n'aura jamais ce titre à l'UFC. Finalement, il regarde loin derrière lui, éteint notre BSD et boum, il a son title shot contre Islam Makhachev qui semble intouchable. Ce sera le combat principal de l'UFC 302. Aura-t-il une chance de réaliser son rêve? Si oui, devrions-nous considérer cela comme un exploit? Comment peut-il le faire? On répond à tout ça avec Brian après notre introduction. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr de sponsoriser ce podcast. Grâce à ce partenariat, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription via notre lien en description. Jouez de manière responsable et récréative, s'il vous plaît. Bon, Brian, tout d'abord. Aujourd'hui, on est très tôt par rapport au combat. Unibet.fr nous donne 1,16 pour Islam Makhachev et 4,60 pour Dustin Poirier. On est donc au-delà du 80-20 à l'avantage du champion. Est-ce que tu es aligné avec ça? Ouais, je suis aligné avec ça. Oui. 80-20. Je pourrais, si Dustin Poirier a bien bossé, enfin, c'est toujours pareil, hein, je pourrais voir un peu plus de chance de son côté avec un game plan vraiment sur mesure, aux petits oignons et très très étudié. Je pourrais le voir avoir un petit peu plus de chance avec certaines ouvertures possibles, mais non, clairement, je pense qu'il part gros underdog. Ouais, c'est ça. Moi pareil, en spéculant sur ce qu'on a vu, hein, d'ailleurs, Dustin Poirier qui se remotive à fond dans sa carrière, comme on l'a vu pour Benoît Saint-Denis, où il s'était bien entouré pour sa préparation, il est venu bien préparé. On pourrait dire, voilà, il va venir ultra motivé, ultra bien préparé, avec un bon game plan, et on pourrait tirer sur le 25% de chance de son côté. Mais le 80-20, voire plus, me semble justifié à l'avantage de Islam Makhachev. Et justement, ça nous donne un nouvel angle sur le podcast d'aujourd'hui. Donc, en général, sur les game plans, on a notre structure avec force et faiblesse, les profils, les game plans, etc., etc. Ici, Poirier et Makhachev, ils ont combattu relativement récemment. On a déjà donc fait une analyse bien détaillée des deux. On a un grand favori, un gros underdog, et donc on va prendre cet angle pour cet épisode, plus l'angle comment le underdog peut créer l'exploit. Donc, première question, est-ce que pour Dustin, la prise de risque est le moins risqué? Ou en d'autres termes, est-ce que pour lui, il doit prendre des risques pour maximiser ses chances de victoire, alors que dans une structure de combat un peu plus mesurée, avec moins de prise de risque, ça l'amène pas spécialement vers des grandes chances de l'emporter? Alors, prise de risque, ça dépend ce que tu entends. Moi, personnellement, en regardant les combats, je suis plutôt sur, comme je te l'ai dit, mesurer, enfin, avoir un game plan très très adapté, pas faire d'erreurs et ouais, vraiment trouver les opportunités. Donc, prise de risque, qu'est-ce que tu entends par là? Moi, ce que j'entends par là, c'est mettre la pression, avoir plus de volume avec de l'intensité assez tôt, partir du principe que ces grandes chances sont surtout sur les débuts de round et probablement début du premier, deuxième et troisième round, ce qui signifie prendre des risques en envoyant des combinaisons, en travaillant sur ses shifts, en sortant son genou sauté peut-être, ou son genou comme il a voulu le faire contre BZ, on l'a vu travailler dessus. En sautant une guillotine. En sautant une guillotine, on va pas teaser parce que c'est une question plus tard dans le podcast. Et en fait, ce que j'entends par prise de risque, c'est voilà, si tu cherches à finaliser un adversaire, automatiquement, tu t'exposes un peu plus au takedown réactif de ton adversaire, ce qui signifie que tu risques de plus rapidement te retrouver sur ton dos. Mais au moins, tu te donnes une chance de gagner avant de te retrouver sur ton dos, alors que, selon moi, voilà, s'il est un peu dans la gestion du combat, mais il va tout de même se retrouver sur son dos sans même se donner la chance de l'emporter avant, puisqu'il n'aurait pas envoyé des combinaisons qui pourraient contribuer à la fin du combat. Non, moi je pense pas. Je pense que
il y a des possibilités de victoire, il y a des ouvertures possibles chez Islam Makhachev, mais je pense que Islam est un combattant réfléchi et prudent sur les premiers rounds, et s'il sent qu'il y a un risque d'un adversaire, tu vois, qui peut être difficile à lire, tu vois ce que je veux dire, qui peut surengager un petit peu, il va s'accrocher, il va transformer la dimension pour mettre quelque chose, pour casser le rythme, tu vois. Donc pour moi, non, je ne pense pas. Je pense que cette prudence, elle risque de descendre au fur et à mesure des rounds, et moi j'aurais plutôt une approche très stratégique. Je pense qu'il doit faire un peu le combat parfait, et au contraire, pour moi, Dustin augmente ses chances au fur et à mesure du combat. Donc la survie au début, ou plus la survie au début et dérouler son jeu sur la fin. Donc l'objectif serait de ne pas trop fatiguer sur les premiers rounds, même si on a un Islam qui est entreprenant sur le grappling, ce qui est un point d'amélioration dans le jeu de Dustin Poirier, parce que dans son combat contre Khabib, dans son combat contre Charles Oliveira, on voit clairement que quand tu as une dynamique de combat avec Poirier où il y a beaucoup de grappling, ça le fatigue au point qu'il n'est quasi plus capable de délivrer quelque chose de qualité debout. Donc ici, il devra se mettre en mode économie d'énergie sans se faire finaliser contre Islam Makhachev, qui est très fort pour finaliser. Moi, je pense que quand même, Islam Makhachev sera moins fatigant que Nurmagomedov. Ouais, là, je peux pas contre-argumenter là-dessus. Ah, ça va, ça me rassure. Je pense en fait, Khabib est beaucoup plus submergent dans son approche que Islam. Je pense que l'erreur qu'on peut avoir sur ce combat-là, c'est de calquer, de comparer, de se dire, ouais, Dustin, c'est mort, il va perdre parce que il a affronté Nurmagomedov, c'est la même école et ça va faire le même chemin. Pour moi, c'est deux combattants complètement, assez différents. Je pense que ce sera complètement différent. Ouais, maintenant, quand tu vois Islam, ce qu'il a fait contre Dan Hooker ou contre Bobby Green, une fois que ça touche le sol, c'est moins submergent, mais il y a toujours, tu sens qu'il est physique, tu sens que techniquement il est au top, et même face à quelqu'un qui cherche juste à survivre au sol, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, tu dis que tu as déjà souvent dit sur nos podcasts que soumettre quelqu'un en MMA à un niveau professionnel, ça montre déjà un gros niveau. Mais alors soumettre quelqu'un qui a pour seul objectif de ne pas se faire soumettre, c'est encore un niveau supérieur, et j'ai l'impression que Islam est totalement capable de ça. Donc pour Dustin, même ce que tu recommandes ici de plutôt viser les derniers rounds, je vois ça comme une prise de risque, parce qu'en fait, être dans la survie dans les premiers rounds, ça te garantit pas de voir le 4e et 5e. Ouais, c'est sûr. Mais pour moi, tu vois, quelle prise de risque prendre? Je pense que c'est risqué, mais c'est ce qu'il y a de moins de risqué, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc, au premier round, c'est risqué, effectivement. Ouais. Pour autant, je pense qu'il y a quand même pas mal de combattants avant ces derniers combats qui ont survécu au premier round de Makhachev, tu vois. Ouais, et pour certains, pour Volkanovski, dans le premier combat, bien sûr, on peut pas appeler ça de la survie. Il a combattu dès le premier round contre Islam, donc c'était possible. Il a combattu, et puis de la survie, il était rarement en danger absolu, tu vois. Mais même dans le 4e où il se fait prendre le dos, il est pas réel. Enfin, la position est dangereuse, mais tu le sens pas en danger parce que limite c'est lui qui produit quelque chose d'offensif. Voilà. Donc c'est pour ça que je pourrais voir un Dustin Poirier meilleur clairement au sol que Bobby Green et Dan Hooker. Je pense que là-dessus on sera à peu près tous d'accord. Je pense qu'il a montré qu'il était capable de survivre à d'excellents grappleurs, même des grappleurs qui donnaient tout dès le premier round, tu vois. Donc franchement, je pourrais le voir. Alors, c'est pour moi, ce sera un petit peu le problème, c'est que je pense que Islam sera capable de gérer son énergie. C'est pour ça qu'il est ultra favori. Il pourra gérer son énergie et il pourra, si ça va au sol, voilà, prendre ses positions, prendre ses rounds. Et je pense pas qu'il va se mettre en dette d'énergie comparé à lui. Ouais, parce qu'en fait, Islam, à mon avis, il aura confiance en sa capacité à, si c'est nécessaire,
amener chaque fois Dustin Poirier au sol et gagner les rounds comme ça, et qu'il n'y a pas d'absolue nécessité de terminer au sol une fois qu'on y est. Ce sera pas genre, maintenant j'ai l'opportunité parce que debout c'est trop dangereux pour moi, il faut que je le finisse maintenant, sinon le prochain round ça reprend debout, et il va pas se mettre dans une situation de stress. Donc je te rejoins là-dessus. Non. Donc ouais, je pense que autant mon approche de chercher le finish sur les débuts des 3 premiers rounds à tout prix, quitte à prendre le risque de se faire mettre au sol et de perdre la suite du round, c'est un risque qui amène plus de chances ok, je vais prendre chacun des rounds dans un combat mesuré, au même titre que ce que toi tu recommandes de, voilà, peut-être être dans la survie sur les 2-3 premiers et accélérer quand les deux sont dans une fatigue plus avancée. Ça représente aussi un certain risque de te faire finaliser avant même d'arriver dans ces possibilités-là. Donc, sur la question, la prise de risque, est-ce que c'est ce qui lui amène le plus de chances de l'emporter? On va dire que c'est oui, que ce soit via ta vision ou via celle que j'avais de base. Alors, on est obligé de parler de ça maintenant. Don't be silly, jump the gilly. Sa guillotine. Doit-il plutôt travailler sa capacité à la finaliser ou essayer de ne plus l'utiliser ou autre? Alors, moi, je t'avoue que si j'étais lui ou son coach, quoi que ce soit, je partirais du principe qu'il risque de la faire à nouveau. Tu vois? Et donc, plutôt que d'interdire, j'éduquerais. Je lui dirais, écoute, on va aller chez un spécialiste de la guillotine. Il va te donner tous les détails pour pouvoir la finaliser, tu vois. Ça serait pour moi une bonne stratégie. Alors, on va chez, je sais pas moi, chez Marcelo Garcia. Ouais. Parce que j'en avais parlé dans un live avec John, donc je suis content que tu... Ouais, j'avais dit un petit 4 semaines chez Marcelo Garcia et puis un petit 2-3 semaines chez John Danaher. Ouais, voilà, enfin, tu vas chez quelqu'un qui est très très carré là-dessus et qui va peut-être modifier certaines choses. Tu vois, plutôt que de partir avec le one arm guillotine, donc avec un bras à l'intérieur, il va le travailler sur la modifier. Et ça serait pour moi la première stratégie. Et la deuxième, ça serait de l'utiliser, mais pour pouvoir sortir. Tu vois. Ouais. Donc menacer un petit peu, d'avoir un réflexe défensif de Makhachev qu'il pourrait avoir. Et à ce moment-là, donc c'est utiliser une soumission pour pouvoir sortir. On fait ça aussi souvent en grappling, utiliser par exemple une tentative de Kimura pour un renversement et ne pas se focaliser uniquement là-dessus. Mais il existe plein de soumissions qui peuvent permettre le renversement. J'imagine il y en a qui ont déjà... Les attaques aux jambes pour créer un scramble, ça attaque... Ouais, c'est un oui, voilà. Ouais, même sur, je sais pas moi, un triangle, l'adversaire va complètement se mettre sur le dos pour tenter de défendre, et puis au final, vous vous retrouvez à avoir pris le renversement, plutôt que de s'obstiner à finaliser la soumission qui est en train de lâcher, tu vois. Avec la guillotine, c'est aussi un classique d'aller chercher la monte grâce à la guillotine et de la lâcher à ce moment-là. C'est quelque chose qui, en MMA, je trouve que tu as souvent des situations frustrantes comme ça où tu dis, ok, je vois que tu vas pas l'avoir, vous êtes tous les deux sur votre côté, tu pourrais l'utiliser pour avoir un levier pour reprendre la monte, la lâcher et travailler à partir de là, et puis il s'obstine sur la guillotine, au final il la lâche et il se retrouve sur le dos. Et ouais, c'est intelligent. C'est peut-être maintenant, j'improvise complètement le podcast, mais enfin, c'est toujours improvisé nos podcasts, mais je pars dans une digression. Mais c'est peut-être un élément qui est sous-utilisé en MMA. Attaquer une soumission, mais pas dans l'objectif de soumettre avec, dans l'objectif de prendre une meilleure position. À part avec la Kimura, j'ai l'impression que c'est pas spécialement utilisé. Je pense que c'est je pense que ça vient du grappling, tu vois. Comment t'expliquer ça? Les règles de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Parfois, elles se focalisent un petit peu trop sur la soumission. Donc, tu vas pas, tu pars sur un jujigatame et tu t'obstines dessus plutôt que de reprendre ta position. Par exemple, tu as renversé le gars comme ça commence à bouger. Tu vas chercher. Si le gars revient dans ta garde, c'est pas grave en jiu-jitsu brésilien ou en grappling. Elle est échouée, il n'y a pas de point de renversement ou quoi que ce soit, et au contraire, toi, tu vas pouvoir construire un jeu pour renverser, marquer des points, ou retenter une soumission. Par contre, en MMA, eh bien, si tu la perds, tu te retrouves en dessous, 2-3 frappes, et ton adversaire peut reprendre l'avantage sur le round. Ouais. Donc effectivement, oui, je pense que c'est une sorte de déformation professionnelle des grappleurs et des jiu-jitsuka. Et moi, ça fait partie des choses que je corrige énormément à l'entraînement à MMA. Une soumission, le gars est dans ta garde, tu attaques un jujigatame, tu le renverses,
tu te places, il bouge, le bras part sur le côté, la soumission est quasi foutue. La priorité, c'est de reprendre la position. Ouais. Et donc ça fait partie des éléments sur lesquels je suis très attentif. Je préfère ça que quelqu'un qui soit obstiné et qui l'obtienne et qui me regarde en disant « T'as vu, j'ai bien fait ». Non, pour moi, ça, c'est de la merde. C'était à l'entraînement. En combat, le gars, il va pas taper aussi facilement, tu vois. On vient pas de trouver une petite idée de side business pour Fight Minds. Tu sais, avec tous les DVD qui sortent aujourd'hui, tu sais, au tout début où les DVD sortaient en Jiu-Jitsu et tout ça, c'était des trucs assez classiques. Et puis maintenant, c'est, enfin, tu vois, t'as plein de trucs. Tu vois, tu pourrais faire exploiter vos attaques de soumission pour prendre une meilleure position. Tu vois, comment exploiter la Kimura pour aller chercher le dos. Tu vois, ce genre de truc. On pourrait faire un DVD. Faut voir si tu peux en faire un DVD, parce qu'après c'est des concepts. Hein. Des fois, concepts, c'est tu parles du concept et puis voilà, après. Tu parles du concept avec une dizaine d'exemples, bah, tu as un DVD en soi. Si tu es très bavard comme John Danaher, tu regardes John Danaher, ses DVD, tu as 1h30 et au final, tu as 5-6 techniques, mais il va tellement dans le détail que voilà, ça vaut la peine. Quoi. Bref. Non, c'est sûr. Ça te rentre dans le cerveau, Danaher, c'est bien. C'est pas de la consommation. C'est le risque, hein. Avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, tu consommes, et puis tu retiens rien. Danaher, c'est tu prends 4 heures de ta journée, tu vois, et tu regardes ça 2-3 fois, et après, c'est... Mais t'as le concept, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il trouve le juste milieu entre l'aspect logique et le conceptuel de ce qu'il veut expliquer, et puis il t'illustre ça avec des techniques. Et je pense que ça, c'est la meilleure approche. Mais pour en revenir sur le sujet, je me demande si Dustin n'a pas utilisé à un moment donné contre Benoît une tentative de guillotine qu'il a défendue en mettant de la distance pour pouvoir sortir du dos à la cage. Ah, il faudrait que je revoie. Je me suis permis de pas revoir ce combat-là parce que c'était récent et je me suis dit j'ai encore beaucoup dans la tête, mais ce détail-là, je l'ai plus. J'ai l'impression qu'il en a sauté beaucoup, mais c'est pas impossible que sur les 7 qu'il a tenté, il y en a 2 où il a pas sauté, tu vois. Vraiment sur la fin, j'ai un souvenir. Comme ça. Ah oui. Quand il avait déjà pré-sonné. Voilà, il le tire comme ça et donc bah forcément, je crois que c'est Benoît qui va pousser sur ses hanches pour éviter qu'il puisse sauter à nouveau et ça lui permet de sortir de dos à la cage et de se replacer correctement, tu vois. Ouais, c'est bien possible. Mais voilà, ça va faire partie. Pour moi, la priorité, effectivement, ça serait de ne pas aller chercher de guillotine. Si il n'a que la tête de disponible, ça serait d'avoir travaillé vraiment bien en cachette, tu vois, avec un spécialiste des guillotines modifiées, savoir quand elle va taper, quand tu l'as et tout. Et pour moi, ça serait la priorité, hein, pour Dustin. Mais je pense pas du tout que ce soit le chemin de la victoire. Non, mais bon, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour lui de le garder puisqu'il a ce réflexe vraiment d'améliorer parce que prendre la guillotine, il le fait très très bien. Il est excellent pour prendre la guillotine. C'est pour finaliser qu'il a un problème. Tout le monde est excellent pour prendre la guillotine. Surtout les grands. Il n'est pas spécialement grand, mais je peux te confirmer que tout le monde est bon pour prendre une guillotine. Voilà, c'est finaliser qui est compliqué. Descendre les bras pour attraper le corps, ça va. C'est finaliser une guillotine, ça par contre, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, mais bon, voilà, il fait des bonnes entrées. Il y a quelques spécialistes de la guillotine en grappling. Ça pourrait être intéressant aussi de prendre quelqu'un MMA parce que Marcelo Garcia, je suis pas certain que ce soit adapté parce que Dustin Poirier prend souvent sa guillotine à la cage, ce qui est quand même un détail très important dans sa capacité à finir une guillotine. Donc peut-être Brian Ortega, un Brian Ortega qui pourrait l'aider là-dessus. Je crois que c'est le meilleur profil en MMA pour. Je sais pas. Le problème de demander à un combattant, c'est que les combattants souvent ont des très bonnes techniques, mais ils ont du mal après à les conceptualiser et les expliquer. C'est vrai. Ça, on avait déjà parlé. Ouais, c'est des fois un gros défaut. Donc ils sont là et presque ils vont s'énerver si tu comprends pas, tu vois. Mais pour eux, ça leur semble tellement naturel et simple. C'est ça. Et qu'alors qu'un combattant qui est devenu coach ou un coach tout simplement, il a la nécessité de conceptualiser en fonction de son élève. C'est ça. Il a la pédagogie tout simplement. Voilà. Il a dû défaire toute sa technique qu'il a appris pour savoir comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne dans quelle situation. Donc ça serait le seul truc. Mais personnellement, moi je serais lui, ce serait vraiment pas le chemin de la victoire. Alors pour Islam Makhachev, forcément, est-ce qu'il doit se préparer autour de cette guillotine dans le sens capitaliser sur cette habitude? Donc, évidemment, il peut s'attendre à se retrouver dans une situation comme ça. Alors, je dis pas, hein, selon moi, en tout cas, ça ne tient qu'à moi. Il y en a qui ont blagué là-dessus en disant il doit shooter double leg, tête à l'extérieur, attendre la guillotine qui vienne
hop, arracher et faire une bonne floue. Je pense pas que ce soit intelligent d'un point de vue stratégique, mais par contre, effectivement, il doit se préparer à peut-être se retrouver dans cette guillotine et avoir des options justement pour mieux capitaliser dessus. Peut-être justement en se disant, je peux pas lui laisser l'opportunité d'utiliser cette guillotine pour me faire sortir de mon jeu et reset. Il faut justement que j'ai des stratagèmes pour utiliser ça à mon avantage. Non, moi je pense il doit rester loin de cette guillotine et pas commencer à jouer avec le feu. Donc, on est d'accord qu'elle n'a jamais fonctionné, mais c'est vrai que on a quand même vu. Enfin voilà, s'il l'utilise, c'est qu'il est habitué à la faire à l'entraînement, donc il doit quand même avoir beaucoup de force. On a vu Khabib qui a dû jumper de la garde pour pouvoir en sortir. Tu vois, c'est pas agréable, ça peut rajouter du stress, tu peux perdre un peu d'énergie. Donc moi, je le vois pas du tout mettre la tête sous le bras de Dustin pour obtenir quelque chose. Pour moi, il doit garder la tête à l'intérieur. Et dans des combats comme ça, j'imagine que l'idée derrière la stratégie d'Islam Makhachev, c'est de vraiment faire passer Dustin Poirier pour un débutant, tu vois. T'arrives, tu mets à la cage, t'es à l'intérieur, tu le soulèves, tu le mets au sol, tu prends la montre, tu le tapes, c'est fini, au revoir, tu vois. Ouais. Plutôt que de commencer à prendre des risques, tiens, je vais mettre la tête, je vais le soulever, je vais perdre de l'énergie. Voilà. Donc, non, moi je resterai loin de ça. Tu sais, quand t'as une force, même si tu penses que tu peux en faire une faiblesse, tu restes loin de ça. Surtout s'il y a un facteur risque. Surtout s'il y a un facteur risque dedans. Et puis, tu sais, en une fois, il commence à prendre la confiance parce que se dire ma guillotine n'était pas loin, comme ça fait 4 ans qu'il pense que. Non, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Combien de temps le combat avec Nurmagomedov? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est quoi, 2019 2018? Je sais pas. Mais en tout cas, on va dire ça, à remonter, ouais. Ça fait 4-5 ans qu'il croit qu'il était pas loin de soumettre Nurma, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc à un moment donné, non, c'était pas. Par contre, c'est vrai que c'est un bon élément parce qu'on en parlait plus tôt dans le podcast, mais cette guillotine aurait pu lui servir à prendre une meilleure position. Il n'a pas capitalisé dessus parce qu'à un moment, Nurma a été forcé un peu quand même de se mettre de côté. Ouais. Et c'est Nurma qui est revenu par-dessus. Et ça, je pense que c'est très mental. Je crois que Dustin, justement, dans son état de fatigue à cause des situations en grappling dans les 2 premiers rounds contre Khabib, il était là. Voilà, c'est ma porte de sortie. Soit je la finis, soit c'est fini pour moi. Et c'est pour ça, je pense qu'il est resté à tout prix dessus, alors qu'il avait peut-être une opportunité de reprendre la position de contrôle. Oui. Et je pense que dans sa tête, il savait que même s'il prenait la position de contrôle, il allait rien pouvoir en tirer et qu'il allait se faire retourner derrière. Donc, il a donné le tout pour le tout là-dedans. Mais voilà, pour Islam, c'est peut-être une leçon aussi. Pas même contre Khabib, mais contre Khabib, il aurait pu exploiter cette guillotine pour prendre une meilleure position. Donc, même s'il l'a jamais terminé, ça reste un risque dans le combat parce qu'il pourrait l'utiliser pour prendre une position intéressante avant même d'être fatigué et capitaliser dessus. Ouais, moi je pense qu'il faut, voilà, pour Islam, laisser aucune porte entre guillemets, ni de sortie ni de quoi que ce soit. C'est ça aussi qui est intéressant des fois dans les combats, c'est de pouvoir faire passer vraiment ton adversaire pour un débutant, tu vois. C'est pas la même classe de combattant, donc je pense qu'il doit tout entre guillemets tuer dans l'œuf, tu vois. Début de guillotine, boum, il sort la tête, il le met au sol, il y a rien de le rendre complètement, j'ai pas de chemin, j'ai rien du tout. Voilà, j'aime bien. Je connaissais pas l'expression tuer dans l'œuf, mais j'aime bien le. Ah bon? Ouais, j'aime bien parce que il y a plein de fois sur des podcasts où j'essaie d'exprimer ça et de dire il faut éteindre le feu avant qu'il soit trop gros, tu vois, c'est avant qu'il soit trop chaud. Mais voilà, c'est exactement ça. Il y a certains combattants qui ont tellement confiance dans un aspect de leur jeu qu'ils laissent leur adversaire pouvoir avoir certaines positions et puis ils travaillent dessus quand c'est potentiellement trop tard. Alors que face à certains adversaires qui sont très opportunistes, tu peux pas prendre le moindre risque. Et si le gars commence à avoir la première étape vers une soumission, par exemple, tu dois déjà enlever cette étape, ce détail, etc., etc. Et donc ici, j'aime bien ça. C'est Attends, c'est quoi l'expression? Tuer dans l'œuf. Tuer dans l'œuf. Ça va être le deuxième concept de notre DVD dans un combat. Donc, tu dois avoir en tête de tuer dans l'œuf toutes les tentatives. Et ça aussi, ça fait partie des choses. Franchement, je suis en train de me motiver tout seul dans ma tête à dire on va faire des DVD Fight Minds ou peut-être pas des DVD Fight Minds, mais on pourrait faire un genre de masterclass ou séminaire en ligne et juste accessible aux membres. On va voir comment faire ça. Mais ça, par contre, en jiu-jitsu, il y a un peu plus, tu vois.
Donc tuer dans l'œuf, c'est par exemple quand tu es en train de grappler, enfin faire du jiu-jitsu brésilien, le fait de prendre le kimono, la manche, tu vois, le lapel, hop, de prendre le kimono, tu passes souvent beaucoup de temps à enlever tout ça. Et ça, ça veut dire que si tu le laisses installer, c'est le début d'une tentative de soumission ou de renversement. Et donc là, t'es obligé, c'est la première étape. Tu dois toujours libérer tes manches pour tuer dans l'œuf le renversement. T'es bien plus expert que moi, mais en lutte aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup ça. Quand tu travailles debout, tu agrippes la nuque, hop, tu enlèves directement, tu essaies d'avoir ta tête toujours plus basse que celle de l'autre. Tu laisses pas la première étape ou la première étape d'une amenée au sol aller à ton adversaire, à moins que tu sois en contreur. Exactement. Selon ton style, quoi. C'est exactement. Ça. Bah, souvent, par exemple, tu as un adversaire qui va prendre le collar tie, tu vois, il va venir mettre ta main sur le cou. La plupart du temps, tu vas enlever une fois, 2 fois, tu vois. Et puis la 3e fois, quand il va s'installer, c'est là où tu peux contrer, par exemple. Ouais. Mais c'est clair que te laisser prendre le collar, puis de contrôler ton poignet, il est en train de mettre son jeu. Il est dans une situation de confort pour lui, tu vois. Ouais. Donc, intéressant. Alors, on a déjà parlé sur la première question de l'approche, de la stratégie d'approche pour Dustin Poirier. Ici, parlons peut-être un peu plus technique. Quels sont les chemins vers la victoire pour Dustin? Et donc, en conséquence, quels sont les points d'attention pour Islam? En partant du principe, c'est Dustin qui doit adapter son jeu à Islam pour l'emporter, puisque les codes de Paris indiquent que c'est lui qui doit faire le plus d'ajustements à son jeu s'il veut avoir sa route vers la victoire. Quel serait est-ce que du premier combat contre Volkanovski, on a des points à tirer pour Dustin Poirier? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que Dustin Poirier, avec quel arsenal ou quelles armes Dustin Poirier doit rentrer dans cette cage contre Islam? Alors moi j'ai regardé pas mal de combats avec Islam. Les choses qui m'intéressaient dans les combats que j'ai regardés, c'était comment il réagissait face à un gaucher, parce que là on va être sur une garde fermée, 2 gauchers. Donc, il n'en a pas affronté tant que ça. Sa défaite, Adriano Martins. Voilà, exactement. Ouais, okay. Un des premiers qu'il a affronté à l'UFC, il s'est fait mettre KO sur un check hook magnifique. Il a affronté après, je crois, comment il s'appelle, l'ancien adversaire de Nurma, Thibaut, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis après, c'était Dober. David Ramos. Oh, David Ramos, c'était encore avant ça, peut-être. Attends, j'allais revoir, j'ai plus totalement en tête son palmarès. David Ramos, gaucher? Je sais plus. Non, je crois pas. Lui. En tout cas, ça c'était la première des choses. Je voulais voir un petit peu s'il adaptait les combinaisons qu'il a face à un gaucher. Parce que c'est parfois le souci qu'on a, c'est qu'on a une conception du striking, de la boxe, du kickboxing, genre sur des combinaisons qui fonctionnent toujours en garde fermée, tu vois. Et forcément, quand tu es gaucher, au fur et à mesure des sparring et tout, tu vas privilégier des combinaisons qui ne fonctionnent contre des droitiers. Et ça, c'était une des grandes forces, notamment de McGregor, tu vois, quand il a battu Dustin Poirier, c'est qu'il est parti sur des combinaisons de garde fermée. Le jab-jab et le crochet arrière derrière la garde, c'est le 1-1, le jab-jab overhand qu'on retrouve régulièrement, tu vois. Ouais. Ça, sur une garde ouverte, ça fonctionne pas très bien parce que le 4 overhand, tu le vois bien, vu que tu as une belle ouverture. Et puis, tu as les bras qui sont dans le passage, tout simplement. Donc, j'ai regardé un petit peu ça. Moi, je le trouve pas forcément très à l'aise face à un gaucher. Je trouve que, oui, il est beaucoup plus à l'aise forcément face à un droitier. Ouais. Donc, pour moi, ça sera entre les deux, qui sera le plus capable de faire des adaptations, tu vois. En sachant que Dustin, c'est pas vraiment des adaptations parce que en tant que gaucher de base, il a justement davantage cette habitude de travailler contre des droitiers. Même si lui a affronté beaucoup de gauchers. Ouais. Mais je trouve qu'il boxe mieux face à un gaucher que Islam. Ouais, c'est ça. Au cours de sa carrière, il a affronté beaucoup plus de gauchers, notamment 3 fois McGregor, et ça a bien fonctionné pour lui sur la fin. Sur les 2 et 3, quoi. Benoît aussi, qui est gaucher, tu vois. Donc voilà, donc ça c'était la première chose que j'ai regardé. Après c'était sur les placements dans la cage, comment il met la pression. Et je trouvais ça intéressant parce qu'au final, il ne cherche pas absolument à mettre la pression, tu vois.
Non. Il l'accepte beaucoup plus facilement. Ça va pas être du tout la même tension sur l'espace comme avec Nurmagomedov. Mais en fait, moi, j'avais justement été surpris. J'ai l'impression que Islam Makhachev, je le voyais tout le temps comme quelqu'un qui acceptait un peu de se laisser mettre sous pression, qui avait une statistique à l'époque, en tout cas, très impressionnante sur le nombre de frappes qu'il encaissait à la minute. C'était genre 1,17. Enfin, c'était exceptionnel parce qu'il imposait cette distance très lointaine et parce qu'il savait que ses adversaires allaient avoir peur de surengager pour venir le chercher. Et donc, il avait beaucoup de combats à faible volume jusqu'au moment où ça allait au sol et où il pouvait imposer son jeu. Et la première fois où il a vraiment mis la pression, je trouve, c'était contre Dan Hooker. Et voilà, contre Volkanovski dans la revanche, il l'a fait aussi. Mais voilà, c'est pas un combattant à pression il est à l'aise partout dans la cage, j'ai l'impression, donc il va pas être trop entreprenant avec sa présence. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise quand il a mis un peu la pression et qu'il a un adversaire qui est proche de la cage, tu vois. Ouais. Donc pour moi, ça fait partie des grosses stratégies pour avant de réfléchir à défendre la lutte. Ça a été, je pense, une des grosses erreurs, tu vois, de Conor McGregor contre Nurma, c'est de s'être un peu trop focalisé sur la lutte, comment je vais défendre, etc. Et puis de pas être bien préparé quand il fallait être debout, tu vois. Moi, je pense que Dustin doit, vraiment travailler sur ses qualités. Quelles sont les combinaisons qui vont fonctionner face à Islam? Où est-ce que je dois être dans la cage? Chercher à mettre de la pression, le mettre dans le couloir extérieur, tu vois. Ouais. Ne pas accepter d'être mis dans le couloir extérieur, c'est là où il va se faire mettre au sol et pas forcément mettre au sol. Je trouve que Islam est très très bon pour utiliser ses high kicks dès qu'il a réussi à prendre l'ascendant et à cadrer son adversaire. Ouais, on l'a vu contre Volkanovski et puis c'est une stratégie qu'il a beaucoup utilisée contre Thiago Moises. Il envoyait un high kick et puis il shootait dans les jambes pour venir bloquer à la cage et puis travailler à partir de là. Stratégiquement, il le fait très bien. Il a une vraie souplesse de jambes. Islam, ses high kicks, il part presque comme des jabs tellement il a une facilité à lever sa jambe. Donc alors le gros avantage qu'il a, c'est que comme il sera gaucher, les high kicks seront un tout petit peu moins faciles à placer. Ah non, j'allais dire une bêtise. Justin Gaethje, c'est un high kick en droitier qu'il envoie contre. Oui. Ah, C'est en garde autant ouverte. pour moi. Ouais. Donc là, on aura l'épaule à passer. Je pense pas qu'il. Enfin, quoique, je sais pas si vous avez vu les high kicks que Islam envoie au pads, c'était il y a 3-4 mois comme ça. Il a partagé une vidéo. C'était assez impressionnant. Techniquement parlant, en puissance et tout. Ce gars est un spécialiste du sol. Mais en plus de ça, il devient vachement dangereux debout. J'ai l'impression qu'on est presque dans une nouvelle ère du MMA, tu vois, où avant, tu avais vraiment, comme tu disais souvent, les complets, ils sont un peu moyens partout au final, et les spécialistes, ils sont très forts dans leur truc et puis pas terribles dans le reste. Et là, on arrive dans une époque avec des Ilia Topuria, des Leon Edwards, des Islam Makhachev qui sont au final quasi spécialistes partout, quoi. Ouais. Quasi. Mais oui, clairement aussi. Ça devient effrayant de devoir affronter quelqu'un comme ça, quoi. Après, je reste persuadé que le temps qu'il passe à s'entraîner en kickboxing, c'est pas un temps qu'il passe à s'entraîner au sol et en grappling. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, au début du podcast, je disais que pour moi, Nurmagomedov est encore un cran au-dessus. Je suis d'accord avec ça. Oui, au sol, bien sûr. Et donc, ça montre quand même que la nouvelle ère. Oui et non, tu vois. C'est aussi une question de choix. Il pourrait être un grappleur du niveau de Nurmagomedov, mais dans ce cas-là, il devrait son striking en payerait le prix, tu vois. Ouais. Après, le truc, c'est que tu vois, jusqu'à preuve du contraire, son grappling, même si il enlève un peu de focus dessus à l'entraînement, il reste largement celui de la division. Donc justement, là-dessus, oui. Voilà, il peut se permettre de commencer à rattraper les meilleurs strikers de la division en striking, en travaillant dessus et en faisant de la maintenance sur son. C'est ça qui est effrayant à la limite. C'est même pareil pour Ilia Topuria, quoi. Ilia Topuria, on ne sait pas trop comment il travaille, mais on a l'impression on avait fait une analyse, qu'il a commencé par la Greco, puis il est très rapidement devenu une ceinture noire. Maintenant, ça devient un excellent boxeur dans la cage. Ouais, mais ça se trouve si tu mets Ilia Topuria d'aujourd'hui avec Ilia Topuria d'il y a 4 ans, celui d'il y a 4 ans le soumettrait facilement, tu vois. C'est possible. Mais bon, dans une approche de carrière, est-ce que c'est c'était nécessaire? Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça très bien. Ça veut dire que
tu as quand même un très très bon niveau. Tes adversaires se disent attends, au sol, t'as vu ça, il est vraiment vraiment chaud en regardant tes combats d'avant. Et peut-être qu'au final, tu as un peu régressé, forcément. Mais moi, je trouve ça très bien, oui, en termes de carré. Et donc, pour revenir sur la question, donc, clairement, le positionnement est très important. C'est vrai qu'on en avait fait une analyse avant Volkanovski contre Islam 1, et ça s'était avéré vrai pendant leur combat. Cette ligne noire à l'intérieur de la cage, elle est très importante. C'est dès le moment où tu te retrouves derrière contre un gars contre Islam Makhachev, tu es vraiment en danger. Ouais. Et tant que tu es à l'intérieur, il y a moyen de produire quelque chose. Et à l'inverse, Islam est aussi meilleur quand lui est à l'intérieur de cette ligne. Et Volkanovski était très très fort, je trouve, pour utiliser des feintes, faire un tout petit peu reculer Islam, bouger latéralement pour venir reprendre l'intérieur. Ouais. Je pense que Dustin doit avoir un peu ce focus sur mes déplacements, où je suis par rapport à lui, comment je fais pour être le plus à l'intérieur possible et lui le plus à l'extérieur possible. Il doit se concentrer là-dessus, vraiment sur sa gestion de l'espace. Dès qu'il se retrouve dans le couloir, tu vois, derrière cette ligne noire, hein, le sorte de couloir de la mort là, eh bien, il doit directement cercler, donc commencer à se déplacer pour reprendre de l'espace, se remettre au centre, remettre un travail de pression. Alors, Islam, pour moi, où il est excellent en lutte, c'est vraiment soit en contre-réactif, soit à la cage, soit si son adversaire surengage et qu'il se retrouve au clinch, tu vois. Ouais. Donc là, je regardais les combats et j'entendais les coachs, au moment où Islam rentrait au clinch, à la cage par exemple, les coachs adverses disaient pummel, underhook, tu vois. Donc de rentrer les bras à l'intérieur. Islam, ça reste. Ouais, c'est ça. C'est un maître avec le overhook. Ah oui, tu vois. Et donc on a des adversaires d'Islam qui ont leur underhook, leur bras en dessous du bras, très très haut, en contrôle, ils se sentent en sécurité. Les gars, vous êtes pas en sécurité. Non, t'es ici, tu mets ta tête dans son cou, tu rentres les bras, tu pousses ta tête, tu t'éloignes les hanches le plus loin possible. Tu dois sortir, c'est une situation d'urgence, tu vois. Ouais. Donc pour moi, ça fait partie aussi un petit peu des stratégies. Ne pas se retrouver, entre guillemets, dos à la cage, où il pourrait shooter en double leg, comme il l'a fait face à pas mal d'adversaires. Et 2, surtout ne pas aller au clinch avec lui. Non, dès que ça clinch, il se la va. Ouais. Il faut absolument rentrer les bras. Tu vois, tu mets juste ton bras sur le ventre, et puis là, il n'y a plus d'overhook, tu vois. Sortir, pousser ta tête, partir de là absolument, quoi. Ouais, d'ailleurs, on avait vu Khabib, là où il a le plus de mal en lutte, où il a eu le plus de mal en lutte dans une cage, c'était, je trouve, contre Justin Gaethje. Parce que Justin Gaethje, sur le début du combat, il fait un excellent taf. Et ouais, c'est premier layer de défense de lutte, c'est la tête. Ouais. Alors oui, tu te mets à risque face à un bon striker d'une remontée en uppercut ou ce genre de truc, mais face à Islam, tu es obligé de prendre des risques. Bah oui, et donc celui-ci en fait partie. Je pense qu'il y a deux messages. Il y a deux alertes qui doivent rentrer dans la tête de Singh dans le combat. C'est, il cherche le clinch désengagé. Je suis derrière la ligne noire. Désengagé aussi. Voilà, désengagé, retrouver l'intérieur de cette ligne noire. Ouais. Et contre Justin Nurmagomedov, je me demande s'il le met pas au sol à un moment où il se retrouve derrière cette ligne noire d'ailleurs. En fait, parce que Nurmagomedov, c'est le spécialiste. Il te met la pression, dès que tu es dans ce couloir-là, il attaque. Ce combat est pour moi un combat référence sur plein d'aspects invisibles ou peu visibles à l'œil nu. Notamment Justin Gaethje, il court, hein, il est sur l'extérieur et il fait quasi des sprints latéraux pour éviter justement d'être trop longtemps derrière cette ligne noire et d'être figé derrière la ligne noire. Le takedown du deuxième round où tu as Justin Gaethje qui sprawl et se retourne directement pour pas être dos au mur et pour éviter que Khabib puisse le pousser à la cage, et Khabib qui recapitalise, enfin qui dans le scramble va chercher le dos. En fait, t'as un excellent travail de Justin Gaethje, et c'est là où tu vois la supériorité de Khabib. Il y avait rien que tu pouvais faire contre lui, en fait. Non. Vraiment, t'as l'impression qu'il y avait rien. Et la défense de lutte de Justin a été sous-estimée dans ce combat parce qu'il a vraiment fait un excellent travail jusqu'au moment où Khabib a justement trouvé comment contourner justement ce premier système, et même le moment où il avait le underhook, qui venait directement mettre sa tête par en dessous, c'était sa priorité. Ouais. Et je pense que Dustin doit s'inspirer de ça. C'est peu importe comment je défends la lutte de Islam,
je dois chercher un chemin jusqu'à avoir ma tête en dessous de celle de Islam et ne pas le laisser me pousser à la cage. Donc ici, je pense qu'on a une bonne base pour ne pas se. Maintenant, quelles sont les armes qu'il peut utiliser offensivement pour aller chercher cette victoire? Ah, parce que je te disais, hein, pour moi, c'est le placement dans la cage. Il doit garder ce centre-là, il doit mettre la pression, il doit travailler les combinaisons qui sont efficaces en garde fermée. Donc tout ce qui va être les bras, les overhand, donc le 2 overhand par exemple, c'est des bonnes solutions. Le travail au corps, les tips. Alors il faut qu'il se méfie. Sur les middle et les high kicks, parce que je trouve que Islam est vraiment bon pour saisir les jambes et capitaliser derrière. On l'a vu prendre des low kicks, hein, quand même, en garde fermée. Donc low kick jambes avant, ça pourrait être pas mal. Non, les types peut-être pas. Non, garde ouverte c'est mieux. Mais les low kicks sur garde fermée, c'est un peu mieux. Et alors les shifts, hein, on a vu que ça fonctionnait bien quand même. Ça, c'est ce que j'ai noté en premier. Volkanovski, ça a bien fonctionné pour lui. Alors, il part en garde fermée, mais Dustin Poirier, Don't Be Silly, Jump the Gilly, c'est un de ses réflexes. Le deuxième réflexe, c'est le travail en shift. Hein. Dans chacun de ses combats, il va shifter avec son bras arrière, se laisser emporter par son bras arrière et renvoyer le nouveau bras arrière. Donc, gaucher, sa gauche qui part, il passe en droitier, la droite qui repart. Ça a touché Khabib. Ça a très bien fonctionné contre plein de combattants, même contre McGregor encore récemment. Ça fait partie de son arsenal et il est très bon pour ça. Alors en shift, hein, sur une garde fermée, il y a ce qu'on appelle le killing shift qui fonctionne très bien. Pas celui de Roberto Duran parce que c'est avec un uppercut au corps, mais tu vas rentrer en le jab, le cross, tu fais ton pas et puis tu remets ton cross derrière, tu vois, bien en direct, bien dans l'axe. Parce que là tu te retrouves en garde ouverte. Ouais, exactement. Donc dans l'axe. Exactement, dans l'axe. Et donc toi tu l'aimes bien, c'est TJ Dillashaw qui l'utilisait beaucoup, hein, c'est ça? Ça vient du Bang Muay Thai en tout cas, ça a été adapté. Ouais, alors TJ Dillashaw lui utilisait le 2 et puis il envoyait le high kick derrière, effectivement, ou comme tu dis. Moi j'utilise beaucoup si je suis face à un gaucher. Face à un gaucher, j'aime bien être en droitier pour travailler en garde ouverte. Je trouve ça un peu plus sympa. Mais par contre, je reviens en droitier. Faut pas que je me perde. Je reviens en gaucher. Gaucher, tu te mets en garde fermée pour que ton shift garde fermée pour pouvoir faire le killing shift. Donc je pars sur le 1-2, l'adversaire monte, pap, et j'aime bien rentrer avec l'uppercut au corps. Tu vois. Donc là, c'est Duran. Ouais, celui de Bob Duran. Voilà, ce genre de combinaison qui pourrait très bien fonctionner. Mais voilà, je pense qu'il y a un gros arsenal de combinaisons qu'il peut avoir. Et ça, pour moi, il doit vraiment faire un gros taf dessus. En tout cas, ses coachs, quelles sont les combinaisons qui vont fonctionner, son check hook, hein, bien évidemment. Oui, j'allais dire, la seule fois où Islam s'est fait éteindre, c'est par un check hook. Dustin Poirier a un très bon check hook, c'était aussi en garde fermée. Ça doit faire partie de l'arsenal ici et ça sort naturellement aussi. Donc, ça, clairement aussi. Mais voilà, il peut pas tout miser dessus parce que voilà, il le fait une fois. Je pense que Islam va le voir et puis il va feinter et descendre dans les jambes, par exemple, ou l'exploiter, quoi. Alors, moi, il y a 3 points que j'ai notés sur cette question qui est un peu bête parce que je trouve que Islam et toute l'école Nurmagomedov sont des gens qui viennent très bien préparés pour leur combat, qui ont une approche très, très intellectualisée du MMA. On n'en parle pas assez souvent, je trouve, mais vraiment, ils font partie des gros cerveaux du MMA. Quelles erreurs pourrait faire Islam dans ce combat qui, j'ai pas envie d'utiliser le terme offrirait, mais qui offrirait plus de chances pas qui offrirait la victoire, mais qui laisserait la porte ouverte à plus de chances de victoire pour Dustin Poirier. Bah forcément, hein, si Islam commence à en fait, le problème, c'est que je ne vois pas trop faire d'erreur, tu vois. Mais c'est ça. On va vraiment spéculer sur, je sais pas moi, et quelque chose. Mais oui, s'il ne respecte pas la boxe de Dustin, il pourrait se faire connecter d'office. Il pense il se dit, je sais pas moi, je vais le battre debout pour prouver que je suis pas juste un grappleur. Mais je vois pas un monde, je vois pas trop un univers où il ferait ça, tu vois. Non, c'est ça. Ça signifierait qu'il a pris trop confiance en son pied-point sur ces 3 dernières victoires, parce que clairement, il a mis KO Volkanovski debout. Dans le premier combat contre Volkanovski, il a bien géré debout. Contre Oliveira, il a fait des très belles choses debout. Il score son knockdown. Donc,
On pourrait spéculer en disant peut-être qu'il prend confiance en son pied-point et qu'il va mettre sa lutte en plan B. Ça m'étonnerait très fort, mais ça ce serait une erreur. On va dire que ce serait une erreur de trop prendre confiance en son pied-point pour un combat comme celui contre Dessine. Tu sais, ça reste de la spéculation, mais il y aurait pas Nurmagomedov dans son coin, tu vois. Je pourrais me dire bon ouais, là il est tout seul, il commence ça se passe bien à l'entraînement, il touche tout le monde, il va vouloir faire du striking. Mais là, pour moi, avec Nurmagomedov dans son coin, il va juste lui redire, mec, on est là pour la victoire. Tu me le mets au sol, tu le soumets. Tu vois, il y a une sorte pas d'autorité, tu vois, mais voilà, il a vu aussi Nurmagomedov devenir le champion, la légende, sans être un excellent striker. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Pour moi, il n'y a pas un monde où il va sous-estimer. Peut-être que je me trompe, mais franchement, j'y crois. Ouais, mais c'est ça. Parce que moi, les deux premiers points que j'avais notés, c'est ça, c'est prendre trop confiance en son pied-point suite à ses 3 dernières victoires et donc avoir une stratégie un peu trop orientée pied-point et au risque de se faire connecter. L'autre option qui pourrait arriver pour d'autres combattants, mais certainement pas pour Islam, c'est prendre le combat à la légère. Hein. Tu vois que tu as un 80-20, tu penses que tu as un 80-20. Déjà dans des podcasts, tu as rigolé en disant mais qui a donné la ceinture noire à Dustin Poirier, c'est pas une ceinture noire. Enfin, tu vois, le prendre beaucoup trop à la légère et venir mal préparé. Impossible. Voilà. Mais c'est arrivé déjà à John Jones, tu vois, contre Gustafsson la première fois, c'était un peu ça le narratif. John Jones, attends, t'as pas un exemple un peu plus... Oui, c'est ça, c'est une autre, mais c'est pour ça que je pense que cet exemple, c'est complètement une autre mentalité, quoi. Voilà. Ou alors surengagé comme il a fait contre Martins, quoi. Ça, évidemment, c'est un risque, hein. En fait, je vais le dire comme ça, il a pas besoin de surengager pour gagner ce combat. Donc, surengager dans ce combat serait une potentielle erreur. Ouais. Après, contre Martins, pour moi, ça reste un fait de match, tu vois. Il a pas tant surengagé que ça, il a pas sous-estimé ni quoi que ce soit, tu vois. Franchement, là, le timing était juste parfait, tu vois. Ouais, c'est ça, le timing est parfait. Mais tu laisses la porte ouverte à ce timing parfait. Ouais. Techniquement, c'était pas propre son entrée non plus. Enfin, tu vois. Ouais. Bon, passons à une question très fun. Si Poirier gagne et Conor gagne, l'UFC va vouloir pousser la quadrilogie, tu penses? Sérieusement? Non. Tu penses pas? Faudra 4 combats, quoi. Franchement, je sais pas. T'as vu les places à quel prix ça s'est vendu pour le retour de Conor contre Chandler, ce qui nous hype pas du tout. Si Conor gagne, l'UFC va être chaud, hein. Écoute, peut-être, j'en sais rien. Moi, je trouve ça... Écoute, on va laisser l'UFC faire son petit truc, faire son étude de marché, voir ce qui va bien fonctionner. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Je serais plus intéressé, pourquoi pas. Enfin, non, je sais même pas pourquoi je serais intéressé sur... Si Poirier gagne, moi, je serais intéressé par une retraite immédiate. Je t'avoue. Je trouverais ça beau, mais... Ouais, mais c'est toujours pareil. Si t'as une retraite, tu le vois plus combattre, donc... Oui, il y aurait une tristesse derrière ça, mais tu vois... C'est toujours pareil, tu vois. Imagine qu'il gagne et puis qu'il a envie, je sais pas moi, de la défendre contre Armand et qu'il gagne à nouveau, tu vois, et puis prend sa retraite, c'est très bien aussi, sûr. tu vois. C'est encore mieux. C'est encore mieux, mais je trouve... Ça, tu ne peux l'avoir que s'il combat derrière. Oui, bien sûr. Je t'avoue que, s'il prend sa retraite, tant mieux pour lui, tu vois. Mais je trouverais ça beau parce que tu vois cette histoire un peu de paid in full, tu vois, il a tout donné pour avoir cet objectif, il l'atteint et ouais. Et c'est fait, tu vois. C'est de qui qu'on parlait? On avait parlé, tu vois, Cody Garbrandt. Son objectif, c'était de battre. Son objectif de carrière, c'est de battre Dominic Cruz. Depuis qu'il l'a fait, il est plus lui-même, tu vois. Ici, peut-être que dans la tête, c'est ancré dans la tête de Dustin. Son objectif, c'est d'être champion UFC, pas d'être champion et de défendre une fois derrière. Donc, c'est peut-être dans son intérêt de prendre sa retraite. Derrière. Après, surtout je pense vu les tueurs qui s'alignent derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, moi, je serais pas intéressé. Hein. Peut-être que l'UFC le fera, mais franchement, déjà, on va voir ce que ça va donner contre Chandler. Oui, mais c'est vraiment dans l'hypothèse où les deux gagnent. Mais pourquoi pas? Oui, il prend la ceinture et puis il la remet en jeu. Il la remet en jeu. Il la laisse, il se fait un combat fun avant de partir à la retraite et puis voilà. Ce sera peut-être d'ailleurs ça sa condition, c'est je prends ma retraite sauf si c'est McGregor la quadrilogie parce qu'il sait que c'est c'est Red Panty Night. Ouais, même si apparemment c'est une fausse légende ça. Dernière question, si Islam gagne, quel serait son plus gros challenge entre le vainqueur Belal Edwards en welterweight
une montée de Topuria en lightweight, pardon, ou bien son prochain challenger légitime en Tsarukyan. Pour moi, Edwards, loin devant. Ouais. Loin devant. Le vainqueur Belal Edwards, de toute façon, je pense pas qu'il va affronter Belal. Non, en fait, c'est une bête question parce qu'effectivement, Belal, Islam, ça se ferait pas. Non, Ils s'entraînent ensemble. Ouais. Non, bah oui, Edwards, il y a la question du poids. On sait quand même que c'est une équipe, en tout cas de chez Makhachev, qui cut beaucoup. Ça fait partie aussi de la stratégie en tant que lutteur et grappleur d'avoir un avantage de poids. Et là, l'avantage de poids serait moindre, même si Edwards cut très peu, je trouve. Enfin, j'ai l'impression. Mais non, ça serait vraiment un combat qui me hype. J'aimerais déjà connaître un petit peu les cotes, tu vois. Mais je pourrais voir Edwards légèrement favori, genre un 52-48, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Même peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, ouais. Ouais, j'aurais pas de mal à voir un 55-45 et qui tire vers le... Non, 60-40 c'est trop. Mais 55-45 bien ancré pour Edwards, ça me semblerait justifié. C'est un combat que j'aimerais bien voir un jour. Ouais. Je t'avoue que c'est vrai que les combats sur les catégories supérieures, ça me... Tu vois, parce qu'après, tu sais pas réellement si... Tu vois, ce serait un 55-45, mais en termes de niveau pur, tu vois. Tu as pas le... C'est pas la même catégorie de poids. Donc on pourra dire derrière... Il y a 7 kilos d'écart quand même, c'est pas rien. Ouais. Et donc Makhachev qui perd, on pourra toujours avoir l'argument de dire ouais mais c'est normal, c'est pas sa caté, tu vois. Ouais, ça fait un peu penser à la situation où Volkanovski monte challenger Islam Makhachev. Il y a toujours cette histoire-là. Et après la décision, c'est Volkanovski qui est devant au pound for pound. Malgré qu'il ait perdu contre Islam, tu vois, parce que justement, on part du principe que comme il est plus léger, ouais. Et c'est vrai que moi je trouve ça des fois un peu problématique, quoi. Ouais. C'est pour ça que sauf si c'est une vraie montée. Tu vois, sauf si Islam se dit, tu sais quoi, moi je veux le statut de greatness. J'ai fait mon tour en lightweight, j'ai un peu nettoyé ma catégorie. Maintenant, je fais une vraie montée en welterweight. Il faut qu'ils acceptent alors dans ce cas-là de rentrer dans le championnat, de faire 1 ou 2 combats contre des gros prétendants, tu vois, sur l'année, et donc ça leur permet de vraiment monter de poids, tu vois, d'avoir 1 ou 2 combats de prise de montée de poids et pas de monter prise de connaissance, et de redescendre après, quoi. Ouais, c'est ça, tu fais connaissance avec ta nouvelle catégorie de poids. Pour moi, il faut une bonne année pour faire la transition. Oh, mais en même temps, t'imagines devoir le mettre, parce que au final, les futurs challengers welterweight, t'imagines, tu montes Islam et tu dis, ok, je suis champion chez les lightweight, je laisse ma ceinture vacante pour monter chez les welterweight, faire une deuxième vague de carrière en welterweight. Je vais d'abord faire 1 ou 2 combats avant le champion. Shavkat Rakhmonov. C'est un peu chaud, tu vois. Tu peux pas je pense que Islam, il le tape. Hein. Ah ouais, Islam tape Shavkat. C'est pas un cadeau. Mais c'est pas un cadeau, c'est sûr. Mais regarde techniquement, il y a quand même pas mal de déchets chez Shavkat. Ouais, c'est impressionnant. En synchrone. Pour moi, c'est pas... Tu sais, des fois, tu regardes des combattants, effectivement, ils font beaucoup de victoires, mais des fois, tu te rends compte qu'il y a des petits détails au fur et à mesure des rounds qui... Moi, tu vois. J'ai jamais osé le dire, je pense, mais je suis toujours pas convaincu par Shavkat. Mais... Je crois que j'avais dit quand j'analysais sur la sueur à un moment, je oublié c'est quel combat Shavkat contre je sais plus qui. Je crois que j'avais un peu dit que j'étais pas encore 100% convaincu par son statut de futur champion. Ah, que tout le monde vend. Ce que j'allais te demander, t'es pas convaincu vis-à-vis de quoi? Donc, c'est ça. Futur champion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme le futur champion incontestablement, et je suis là, il est très très fort. Son palmarès parle de lui-même, mais il y a quand même certains combats où tu es là, tu fais perméable défensivement debout. Au sol, il y a des portes ouvertes face à des très très bons grappleurs, pas pour le soumettre, mais pour sortir de position. Futur champion, c'est en spéculant qu'il corrige beaucoup d'erreurs. C'est ça, le niveau qu'il a montré de la spéculation. Voilà, c'est ça, c'est ça. Clairement. Mais il pourrait le devenir là actuellement. Pour moi, il n'a pas... Non, c'est pas le même niveau. Exactement. Je suis pas encore convaincu de son potentiel titre, parce qu'il a pas, le niveau qu'il a actuellement, s'il progresse pas, il ne l'aura pas. C'est comme ça que j'ai le noté, selon moi. Tu vois, et Edwards, pour l'instant, Edwards, pour moi, il y a quasi pas de déchets sur 5 rounds, quoi, tu vois. C'est extrêmement rare de voir du déchet dans son jeu. En fait, tu mets la dernière version qu'on a vue de Shavkat
ou la moyenne des 3 dernières performances de Shavkat contre la moyenne des 3 dernières performances de Edwards, pour moi, on est sur un 65-35. Ouais, je suis d'accord. Okay. Ça me rassure. Ça me rassure énormément. C'est pour ça que je m'étais jamais exprimé là-dessus, parce que j'ai toujours eu peur. Et en fait, ça m'arrive de regretter, tu vois, parce que Tony Ferguson, même dans son run des 11 victoires d'affilée, j'étais là, je suis pas convaincu par ça. À un moment, ça va pas passer. mais c'est, enfin voilà, ce qu'on dit à un moment donné, c'est vraiment à un moment donné. On aura peut-être un combat. C'est comme Makhachev, les premiers combats, il y avait des fois un peu de déchets, de la fatigue, des choses, et plus ça avance, moins il y en a, plus c'est carré, tu vois. Donc, je suis d'accord. On finit. Par contre, voilà, on a changé la structure de notre podcast. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si vous êtes motivé par nos DVD. Donnez votre prono, parce que on va faire ça maintenant. Notre prono et préférence. Oh mince. Pas préparé ça. Tu veux que je le fasse comme ça, t'as le temps de réfléchir. Non, attends. Qu'est-ce que j'avais noté? Non, c'est bon. Mon prono. Je vois Islam Makhachev l'emporter. Je pense au 3e round par soumission, pas par étranglement arrière. Je le vois mettre un triangle de bras. Voilà. Ma préférence. Ah, purée. Ça, c'est... Ma préférence en termes d'histoire, genre fan de storytelling, ouais, d'office, j'aimerais voir Dustin Poirier l'emporter, voilà, faire avec sa famille, la ceinture, enfin, je prends ma retraite, c'est bon. T'imagines la qualité de notre intro? Parce qu'on a Dustin Poirier qui dit bienvenue sur Fight Minds. Ouais, voilà. Un truc de ouf. Mais voilà, tu vois, vraiment pour le storytelling, ils en font un film Netflix, je trouve ça vraiment chouette, tu vois. J'aime bien toute l'histoire qui est autour. Maintenant, sur le plan sportif, non, d'office, j'aimerais voir Makhachev, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'embêterait de le voir gagner sur un. Enfin voilà. Je savais que. Je serais content dans les deux cas, mais il faut vraiment que ce soit sportivement parlant, qu'il n'y ait pas de discussion derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, je veux soit une vraie démonstration d'Islam Makhachev, voilà, il montre bien le 80-20, le 80-20, qui est le patron, comment ça se passe quand enfin voilà, qu'il a le niveau et qu'il y a un monde d'écart, ou alors un Dustin qui survit, qui au fur et à mesure des rounds trouve des ouvertures, commence à assommer Makhachev, qui commence à fatiguer et tout, et avoir vraiment un truc où tout le monde se dit waouh, c'était incroyable, tu vois. Ça me plairait très très bien, mais j'ai pas de préférence. Je suis pas, enfin voilà, vous le savez, moi je suis pas un fan d'un combattant et je veux le voir absolument gagner, même si c'est en trichant ou en ci ou en ça, tu vois. Moi c'est vraiment, moi ce que j'aime c'est que ça se passe bien, tu vois. C'est que ça fasse plaisir derrière. Moi, j'ai Islam par soumission dans le 2e, plutôt Okay. un peu plus tôt dans le combat. J'avais étranglement arrière, moi. Je pense que ce chemin-là est montré, démontré, et Islam va être capable de capitaliser dessus aussi, trouver son chemin vers le dos et se mettre à partir. Il a combien d'étranglements arrière Islam? Ouais. Ah, j'avoue. Parce que il a pas trouvé le chemin ces derniers sur. C'est vrai. Volkanovski, t'as Bratet contre Charles Oliveira, Kimura contre Hooker, Moises étranglement arrière, c'est son dernier. Ouais, Bratet contre Drew Dober. Clé de bras contre Johnson. Ça, j'ai pas retrouvé le combat, celui-là. Ah ouais? L'étranglement arrière, Leon Kudz. Ouais, ses débuts à l'UFC, c'est l'étranglement arrière. La Kimura, c'est pas impossible, je dirais. Tiens, la Kimura, elle est pas complètement improbable. Mais bon. Moi, je t'avoue que l'étranglement arrière, je trouve qu'il le défend relativement bien, tu vois, Dustin Poirier. Ouais, c'est dans un état de fatigue ou de fatigue mentale que ça. Ouais. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de réactivité s'il se retrouve en monte, tu vois. Et je le verrais bien, se faire. Enfin, voilà. Le bras tête. Et en termes de préférence, mais en fait, je te rejoins. J'aime bien l'idée de Sting qui gagne, qui prend sa retraite, et puis on a un Islam contre un Tsarukyan 2 pour la ceinture vacante. Au final, d'un point de vue sportif, sur le moyen terme, ça change rien du tout, parce que Islam mériterait une revanche à la ceinture immédiate. Je trouve, vu ce qu'il a montré dans sa carrière.
Et donc si elle est vacante, ce serait contre Saroukian, donc c'est cool. Et voilà, mais si... Ouais, c'est ça ma préférence en fait, je vais rester là-dessus, c'est Dustin qui l'emporte, il prend sa retraite, Islam contre Saroukian 2 pour la ceinture vacante. C'est un chouette scénario. Ah ouais. Brian, merci pour le deuxième enregistrement de ce podcast, parce que j'ai eu des gros problèmes de connexion, là ça devait sortir plus tôt, mais on l'a fait sans problème. Ciao, ciao. Merci à tous, hein. Ciao, ciao.